Il pensait avoir acheté un entrepôt inutile, entièrement rempli de sable. Mais un seul coup de pelle a révélé ce qui était resté caché sous celui-ci pendant des années. Cette découverte a changé non seulement sa journée, mais toute sa vie. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous feriez à sa place. Lorsque Michael Reeves s'arrêta devant la porte métallique du box, il eut l'impression très précise de se tenir devant quelque chose qui ressemblait à une frontière. La peinture orange, autrefois vive, avait perdu sa couleur et s'écaillait par endroits, laissant apparaître le métal terne en dessous. Autour de la poignée, la surface était rayée par des années de clés maladroites et de gestes pressés. De fines traînées grisâtres descendaient du bas de la porte jusqu'au béton, comme si le temps lui-même avait coulé le long de ce rectangle de métal. En travers, de manière oblique, quelqu'un avait collé un ruban d'avertissement. Il pendait encore là, mal aligné, jauni, oublié de tous, comme une plaisanterie à laquelle plus personne ne prêtait attention. Michael posa la paume de sa main sur le métal froid et inspira lentement. Sur son compte bancaire, il restait moins de 70 $. Chez lui, dans le petit appartement au-dessus d'un magasin, sa fille Anna, 9 ans, l'attendait. Elle croyait encore, avec cette confiance absolue propre aux enfants, que son père pouvait toujours s'en sortir, peu importe les difficultés. Cette pensée lui serra la poitrine. Il eut la sensation étrange que s'il ouvrait cette porte, quelque chose changerait irrémédiablement, pour le meilleur ou pour le pire. À cet instant précis, le désespoir cessait d'être une simple fatigue pour prendre l'apparence d'une décision presque insensée. Quelques mois plus tôt, Michael aurait ri à l'idée de participer à une vente aux enchères de box de stockage. À l'époque, il croyait encore que l'entreprise de livraison pour laquelle il travaillait rétablirait ses heures, que sa vieille voiture tiendrait jusqu'au printemps, que son ex-femme respecterait au moins partiellement la décision du tribunal concernant les pensions. Mais l'entreprise avait optimisé ses effectifs et supprimé la moitié des tournées en une seule semaine. La voiture démarrait désormais une fois sur deux et laissait derrière elle une odeur de brûlé inquiétante sur les parkings. Quant à son ex-femme, elle était partie dans un autre état, réapparaissant seulement pour bouleverser la routine d'Anna avant de disparaître à nouveau, comme un rappel cruel de tout ce qui ne fonctionnait plus. Ils vivaient tous les deux dans un appartement étroit aux murs trop fins. Le réfrigérateur faisait plus de bruit que la télévision, et, le soir, quand tout était censé se calmer, son bourdonnement remplissait la pièce comme un rappel constant de l'électricité à payer. Les factures s'empilaient près du micro-ondes, classées par urgence plutôt que par date. Michael préparait les déjeuners d'Anna, vérifiait ses cahiers, essayait de rendre chaque matin aussi normal que possible. La nuit, quand sa fille dormait, il restait éveillé, assis dans le salon sombre, à faire défiler sur son téléphone des vidéos de gens ouvrant des boxes abandonnées. Il ne regardait pas cela comme un divertissement, mais comme d'autres regardent une loterie, conscient que les chances sont presque nulles, tout en étant incapable de se détacher complètement de l'idée qu'un miracle puisse arriver. L'idée avait réellement pris forme le jour où il avait aperçu une affiche collée sur le mur d'une laverie automatique. Une simple feuille, un texte banal, annonçant une vente aux enchères de box de stockage pour loyers impayés, prévu le samedi matin. Il allait passer son chemin lorsque Anna, assise sur une chaise en plastique, remarqua l'image représentant des rangées de portes métalliques. Ses yeux s'illuminèrent d'une manière que Michael n'avait pas vue depuis longtemps. Il ne lui promit rien. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, il sortit une calculatrice non pas seulement pour rayer un paiement impossible, mais pour essayer de comprendre s'il existait une marge, aussi mince soit-elle, pour tenter quelque chose. Il se convainquit qu'il irait simplement voir, comprendre les règles, observer, puis repartir sans dépenser un centime. Pourtant, au fond de lui, une autre logique prenait racine. Quand on se trouve presque au bord du gouffre, même une chance minuscule commence à ressembler à un plan. Le samedi matin, il laissa Anna chez une voisine de confiance, prit un vieux thermos de café et conduisit jusqu'au complexe de stockage. L'endroit était impersonnel, composé de longues rangées de portes métalliques alignées avec une précision presque militaire. L'air sentait la poussière et le métal chauffé par le soleil. La vente se déroulait rapidement. Une porte s'ouvrait, les gens jetaient un coup d'œil, les enchères fusaient, le cadenas claquait, et le groupe avançait vers le box suivant. Les premiers box étaient remplis de cartons humides, de meubles cassés, d'objets oubliés sans réelle valeur.
Les prix montaient trop vite pour Michael, dépassant son budget en quelques secondes. Peu à peu, il se sentit comme un intrus, quelqu'un qui n'aurait jamais dû se trouver là. Puis le groupe tourna dans une autre allée et Michael aperçut une porte d'une couleur différente. Orange. Elle se détachait obstinément du reste, comme si elle refusait de se fondre dans l'anonymat général. Le ruban d'avertissement pendait encore en travers. La responsable du site, une femme au visage fatigué, expliqua d'un ton sceptique que le box était rempli de sable. Rien d'autre. Le pire box qu'ils aient eu depuis des mois, selon elle, un problème plus qu'une opportunité. Puis, presque à voix basse, elle ajouta que le locataire avait payé en liquide pendant près d'un an, avant de venir un soir avec un petit camion, de rester quelques heures à l'intérieur et de disparaître sans jamais revenir. Quand le cadenas fut forcé et que la porte se leva, un souffle étrange parcourut la foule. À l'intérieur, il n'y avait ni meubles ni cartons. L'espace était entièrement occupé par une masse de sable, amoncelée jusqu'à presque hauteur de poitrine au fond du box, puis descendant vers l'entrée. Ce n'était pas un tas jeté à la va-vite. Le sable semblait disposé par couches, tassé, presque organisé. Près du sol, à moitié ensevelie, une petite voiture en plastique pour enfants, dépassée, comme un détail volontairement laissé là. Quelques personnes plaisantèrent, parlant de trésors ou d'ennuis. La plupart se détournèrent aussitôt. L'enchérisseur tenta de susciter l'intérêt, mais les offres ne vinrent pas. Le prix baissa encore et encore, jusqu'à devenir presque dérisoire. Michael sentit son cœur battre plus fort. C'était le seul box qu'il pouvait réellement se permettre, et quelque chose, dans la façon dont le sable reposait, attira son attention. À l'arrière, la surface n'était pas parfaitement lisse, comme si quelque chose de solide se cachait en dessous. Sur le béton, il distingua des marques, semblables à des traces laissées par le déplacement d'un objet lourd. Il pensa à l'argent qu'il pourrait utiliser autrement. De la nourriture, de l'essence pour aller à un entretien, une partie d'une facture en retard. Mais il pensa aussi au fait qu'il ne restait plus beaucoup de portes à ouvrir dans sa vie. Quand l'enchérisseur annonça un dernier appel, Michael leva la main. Personne ne surenchérit. En quelques mots, le box rempli de sable devint le sien. La foule passa au suivant, laissant Michael seul devant la masse silencieuse de sable. Il s'approcha, retira la petite voiture en plastique et la nettoya de ses doigts. Elle était bon marché, rayée, mais intacte. Elle donnait l'impression d'avoir été placée là délibérément. Sans vraiment savoir pourquoi, il la glissa dans sa poche. La responsable lui remit les papiers et lui rappela le délai pour vider le box. Elle suggéra de faire enlever le sable par des professionnels, son ton laissant clairement entendre qu'elle doutait qu'il se donne cette peine. Sur le chemin du retour, Michael se disputa intérieurement avec lui-même. Une partie de lui l'insultait pour sa stupidité. Une autre lui rappelait qu'il payait déjà, jour après jour, pour l'inévitable, et que 20 $ pour une chance n'était peut-être pas une folie si grande que cela. Il ne dit rien à Anna ce soir-là. Il se contenta de préparer le dîner, de l'aider pour ses devoirs et de lui souhaiter bonne nuit comme si de rien n'était. Mais dans son esprit, la porte orange restait là, fermée, pleine de sable et de questions. Et il savait que le lendemain, il devrait retourner l'ouvrir, non plus comme un simple curieux, mais comme quelqu'un qui avait désormais l'obligation d'aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, Michael se réveilla bien avant que le réveil ne sonne. Il avait dormi par fragments, son esprit revenant sans cesse à l'image de la porte orange et à la masse silencieuse de sable qui se cachait derrière. Anna dormait encore, paisible, et cette tranquillité accentua le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il se leva sans bruit, prépara un café trop fort et resta quelques minutes debout dans la cuisine étroite, comme pour s'assurer qu'il n'agissait pas sur un simple coup de tête. Puis il emprunta une vieille pelle à un voisin, roula un morceau de bâche épaisse et prit la route du complexe de stockage avec une tension sourde dans la poitrine, mélange d'appréhension et de nécessité. Lorsqu'il ouvrit la porte du box, l'air à l'intérieur lui parut plus sec que la veille. Le sable craqua légèrement sous ses bottes lorsqu'il entra. Il observa encore une fois la façon dont il était disposé, cette pente douce vers l'entrée et cette masse plus compacte au fond, et comprit qu'il ne pouvait pas se contenter de pelleter au hasard. Il étendit la bâche près de l'ouverture et commença à creuser méthodiquement, pelleté après pelleté, déposant le sable avec soin, comme s'il craignait de détruire quelque chose d'invisible. Le travail était physique, répétitif,
et chaque mouvement de la pelle faisait remonter en lui une question simple et obsédante. Qu'est-ce que je fais ici? Au bout de quelques minutes seulement, la pelle produisit un son différent, un choc sourd, métallique, qui ne ressemblait ni à une pierre ni au béton. Michael s'arrêta net. Son cœur accéléra. Il posa la pelle, s'agenouilla et écarta le sable avec ses mains, sentant les grains secs glisser entre ses doigts. Peu à peu, un angle apparut, puis la surface entière d'une petite boîte en métal, lourde, d'une taille approximative de boîte à chaussures, avec une poignée encastrée dans le couvercle. Lorsqu'il la sortit du sable, celui-ci sembla se refermer autour du vide laissé, comme s'il avait été tassé pour protéger ce qui s'y trouvait. Il n'y avait pas de serrure classique. Avec précaution, Michael força le fermoir à l'aide d'un tournevis. Le métal résista un instant, puis céda dans un léger craquement. À l'intérieur, tout était soigneusement disposé. Des pièces de monnaie étrangères, rangées dans de petits compartiments en plastique, un paquet de billets d'une série ancienne, mais encore valable, et un vieux sachet en velours contenant une fine chaîne et 2 bagues, l'une simple, l'autre ornée d'une petite pierre transparente. Il y avait aussi une enveloppe usée, sur laquelle était écrit à la main « Première couche ». Michael sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas une fortune, mais pour quelqu'un qui comptait chaque dollar, cette somme ressemblait à une bouffée d'air après une longue apnée. Très vite, une autre pensée s'imposa à lui. Si quelqu'un avait pris la peine de parler de « première couche », alors il devait exister une suite. Il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'une construction. Michael rangea soigneusement la boîte à l'écart et modifia sa manière de creuser. Au lieu de dégager une large zone, il traça un étroit passage vers le fond du box, retirant le sable par strates, observant chaque changement de texture, chaque résistance inhabituelle. Plus il avançait, plus il avait l'impression de suivre une logique invisible, comme s'il lisait les pages d'une histoire enfouie. Les objets qu'il découvrit ensuite étaient déroutants. Une boîte remplie de jouets de plage pour enfants, banale et sans valeur, le fit sourire malgré lui, tant le contraste était cruel avec sa propre situation et celle d'Anna. Un autre contenant, soigneusement scotché, renfermait simplement de la vaisselle ordinaire, des assiettes, des tasses, des couverts. Puis il y eut une jarre remplie de billes et de petites pièces, un coffre métallique vide tapissé de mousse, et même quelques pierres alignées comme une collection. Rien de tout cela n'était réellement précieux, et pourtant, rien ne semblait avoir été laissé là par hasard. Tout donnait l'impression de fragments de vie, mis à l'abri sans hiérarchie évidente, comme si quelqu'un avait tenté de préserver des morceaux de son existence, sans savoir lesquels compteraient un jour. Alors que Michael travaillait depuis des heures, essuyant la sueur de son front, il entendit des pas s'arrêter derrière lui. La responsable du site, celle qu'il avait vue la veille, se tenait à l'entrée du box. Son badge indiquait le prénom Carole. Elle observa un instant la scène, le sable déplacé, la bâche, l'effort évident de Michael, puis lui tendit une seconde pelle. Il accepta sans un mot. Elle n'insista pas pour voir ce qu'il avait trouvé, mais son regard trahissait une curiosité mêlée de surprise. Peu de gens, réalisa-t-il, s'acharnaient réellement à vider un box rempli de sable. Pendant qu'ils travaillaient côte à côte, Carole lui parla du précédent locataire. Elle lui expliqua qu'il payait toujours en liquide, qu'il n'avait jamais donné de contact d'urgence, et qu'un soir, bien après la fermeture, il était arrivé avec un petit fourgon loué. Il était resté plusieurs heures à l'intérieur du box, seul, puis n'était jamais revenu. Lorsque le paiement s'était arrêté, le box avait été scellé jusqu'à la vente. Ces détails renforcèrent que chez Michael, la certitude que le sable n'était qu'une couverture, une protection soigneusement pensée. En fin d'après-midi, alors que ses bras commençaient à trembler de fatigue, la pelle heurta à nouveau quelque chose de dur. Cette fois, ce n'était pas une boîte, mais une surface large et plane. Michael dégagea le sable avec une attention renouvelée et vit apparaître un carré presque parfait, dessiné dans le béton du sol. Un couvercle, encastré, avec une fine rainure tout autour et une poignée bloquée par la poussière. Il resta immobile un long moment, le regard fixé sur ce contour net. Le sable n'était pas seulement un contenu inutile. Il servait à dissimuler ce qui se trouvait en dessous. Cette nuit-là, Michael dormit encore moins que la précédente. Allongé dans l'obscurité, il pensait à Anna, aux dettes,
aux conséquences possibles de ce qu'il venait de découvrir. Une partie de lui craignait de tomber sur quelque chose de dangereux ou d'illégal. Une autre avait peur de refermer ce couvercle et de renoncer à la seule chance réelle qu'il ait eue depuis longtemps. Lorsque le matin arriva enfin, une décision s'était formée en lui. Il retournerait au box. Il ouvrirait ce qui se trouvait sous le sable. Mais il le ferait avec prudence, conscient que ce qu'il s'apprêtait à découvrir pourrait changer bien plus que le contenu d'un simple box de stockage. Michael revint au box au petit matin, porté par une fatigue nerveuse qui lui donnait l'impression de marcher dans un rêve. La veille, il avait laissé le sable à moitié déplacé, la tranchée étroite menant jusqu'au fond, et surtout ce carré net dans le béton qui ne cessait de s'imposer à son esprit. En ouvrant la porte, il sentit aussitôt la différence. L'air semblait plus froid, plus ancien, comme si ce lieu avait retenu son souffle pendant des années. Il balaya du regard la pente de sable, les outils posés là où il les avait laissés, et s'agenouilla devant le couvercle encastré dans le sol. Il nettoya d'abord la poignée avec la paume de sa main, puis avec le bord de sa manche. Elle était bloquée, grippée par la poussière et le temps. Il força doucement, puis un peu plus fort, sentant la résistance céder par à-coups. Lorsqu'enfin le couvercle se souleva, un souffle d'air froid monta de l'ouverture, chargé d'une odeur de béton humide et de métal. Michael recula légèrement, surpris par cette bouffée venue d'en bas, comme si le box avait dissimulé non seulement des objets, mais un fragment d'un autre espace, soigneusement isolé du monde extérieur. La cavité n'était ni un tunnel, ni une pièce profonde, mais une niche creusée avec soin, aux parois droites, renforcées, manifestement conçue pour durer. À l'intérieur, 3 éléments distincts attiraient immédiatement le regard. Un lourd coffre métallique équipé d'un verrou à code reposait contre la paroi du fond. À côté, une longue caisse en plastique était enveloppée de plusieurs couches de film protecteur. Enfin, une sacoche en tissu épais, usée mais propre, était posée presque avec délicatesse, comme si quelqu'un avait voulu pouvoir la saisir facilement en revenant. Michael sortit chaque objet avec une prudence extrême, les déposant sur le sol du box, loin de l'ouverture. Il commença par la sacoche. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit au sommet une paire de gants de travail et une chemise en flanelle soigneusement pliée. Cette simple vision le troubla plus que les billets trouvés la veille. Ces vêtements donnaient l'impression que leur propriétaire avait prévu de revenir, qu'il avait laissé ici de quoi reprendre le travail, comme si rien n'avait été interrompu. En dessous, plusieurs boîtes en fer blanc contenaient des pièces de monnaie, certaines manifestement de collection. Puis vinrent des enveloppes bancaires, épaisses, annotées à la main avec des mots simples et précis. Toit, dents, voiture, Nora. Tout au fond, une enveloppe plus lourde portait l'inscription « En cas d'urgence ». Michael resta longtemps immobile, tenant l'une de ces enveloppes entre ses doigts. Il se surprit à penser que, s'il avait eu la possibilité d'épargner ainsi, il aurait utilisé exactement les mêmes mots. Il ressentit un étrange mélange de proximité et de respect pour cet inconnu qui avait organisé sa vie financière avec une rigueur presque intime. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, il ne ressentit aucune excitation liée à l'argent. À la place, une forme de gravité s'installa en lui, comme si chaque billet était chargé d'une histoire qu'il devait comprendre avant d'y toucher. La caisse en plastique révéla un contenu encore plus déroutant. À l'intérieur se trouvaient des dossiers remplis de reçus, des listes de courses, des notes manuscrites, des copies de documents administratifs et des impressions de contrats. Rien qui évoquait une activité illégale. Tout indiquait plutôt une méfiance profonde envers les systèmes officiels, une volonté de garder une trace de chaque dépense, de chaque décision. Parmi ces papiers, Michael lut des phrases griffonnées à la hâte, qui sonnaient comme des confidences fatiguées. Si ça ne marche pas, il faudra recommencer ailleurs, changer le cadenas, ne parler du box à personne. Ces mots n'étaient ni des menaces, ni des aveux, mais les fragments d'une solitude assumée, presque organisée. Il ne restait plus que le coffre métallique. Michael hésita longtemps avant de s'en approcher. Il savait que ce qu'il contenait serait le cœur du refuge, la raison d'être de tout ce sable. Il retourna le coffre pour examiner sa base et remarqua 2 séries de chiffres gravés maladroitement dans le métal. L'une d'elles semblait clairement correspondre à un code. Il se redressa, inspira profondément, puis entra la combinaison. Le mécanisme cliqueta sans résistance excessive,
comme s'il avait attendu ce geste depuis longtemps. À l'intérieur, il trouva des dossiers bien rangés, un petit sac ignifugé et une carte cartonnée. Sur celle-ci, une phrase était écrite d'une main hésitante. « Si tu as trouvé ceci, c'est que tu en as plus besoin que moi. Fais-en quelque chose de meilleur que ce que j'ai fait. » Michael sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Ce n'était pas un document légal, pas une preuve officielle de transfert de propriété, mais c'était une intention claire, une transmission morale qui pesait plus lourd que n'importe quel contrat. Il passa plusieurs heures à examiner le contenu du coffre, à croiser les informations avec les documents trouvés dans la caisse. Peu à peu, une piste se dessina. Des références à une banque, des numéros qui correspondaient à la seconde série de chiffres gravés sous le coffre. Michael comprit qu'il existait une autre étape, un dernier lieu où cette histoire devait se conclure. Avant d'agir, il retourna voir Carole et lui posa quelques questions prudentes. Elle confirma que l'ancien locataire n'avait déclaré aucun proche et qu'aucune réclamation n'avait jamais été faite après sa disparition. Le trajet jusqu'à la banque fut l'un des plus stressants de sa vie. Michael n'y allait pas en homme sûr de ses droits, mais avec la crainte sourde d'être accusé, mal compris, peut-être même arrêté. Il expliqua sa situation avec une honnêteté presque douloureuse. Les employés écoutèrent, vérifièrent les documents, et après de longues minutes d'attente, le conduisirent dans la salle des coffres. La procédure fut strictement encadrée, chaque geste consigné. Lorsqu'ils ouvrirent la petite case métallique, Michael sentit son cœur battre à tout rompre. À l'intérieur se trouvait une enveloppe mince, portant l'inscription « À celui qui aura eu la patience de creuser ». À côté, quelques obligations anciennes et des documents administratifs qui, il le comprit vite, devraient suivre un chemin légal précis. Mais l'essentiel était dans la lettre. Elle était courte, directe. L'auteur y expliquait qu'il n'avait pas de famille, qu'il avait toujours su économiser sans jamais réussir à construire des relations durables. Il avouait sa peur que l'État récupère ce qu'il avait gagné par des années de travail acharné. Il reconnaissait avoir prévu de revenir chercher ses affaires, mais ne pas en avoir eu le temps. Sa demande était simple, ne pas gaspiller cet argent, ne pas en faire une malédiction et, si possible, aider un enfant qui grandirait dans le besoin, comme lui autrefois. La banque ne pouvait pas tout lui remettre. Une partie des actifs devait suivre la procédure des biens non réclamés. Mais ce qui avait été acheté avec le box, ce qui avait été trouvé sous le sable, lui appartenait légalement. Michael quitta la banque avec une certitude nouvelle. Il ne tenait pas seulement une somme d'argent entre ses mains, mais la dernière tentative d'un homme pour faire quelque chose de juste. Et il savait désormais que le véritable défi ne serait pas de découvrir ce qui avait été caché, mais de décider comment vivre avec cette découverte. Lorsque tout fut enfin clarifié à la banque et que les dernières signatures furent apposées sur des documents dont Michael n'aurait jamais imaginé lire un jour chaque ligne avec autant d'attention, il ressortit dans la rue avec une sensation étrange. Ce n'était pas de l'euphorie, pas davantage le soulagement immédiat qu'il avait parfois ressenti après avoir payé une facture en retard. C'était quelque chose de plus profond, de plus calme, presque grave. Il comprenait désormais que ce qu'il avait trouvé sous le sable n'était pas une échappatoire miraculeuse, mais une responsabilité qui allait l'accompagner longtemps. Les jours suivants furent consacrés à refermer la première porte de cette histoire, celle du box lui-même. Michael retourna au complexe de stockage avec une détermination nouvelle. Il engagea de l'aide, loua un petit camion et organisa l'évacuation du sable restant. Pelleté après pelleté, le contenu du box disparut, révélant peu à peu le béton nu, froid et ordinaire. Une fois vidé, l'espace n'avait plus rien d'exceptionnel. Il aurait pu appartenir à n'importe qui. Cette banalité même lui sembla importante. Le sable avait protégé une histoire, mais celle-ci n'avait plus besoin d'être dissimulée. Lorsqu'il rendit les clés à Carole, celle-ci le regarda un instant, comme si elle percevait que quelque chose s'était joué là, sans chercher à poser de questions. Michael la remercia simplement, puis s'éloigna, conscient qu'il venait de fermer physiquement un chapitre de sa vie. L'histoire, cependant, le suivait désormais chez lui. Il ne laissa rien au hasard. Les objets trouvés furent rangés dans des boîtes étiquetées, les documents classés, les montants notés avec une précision presque obsessionnelle. Il passa des heures à établir une liste de ce qui pouvait être vendu, de ce qui devait être évalué par des spécialistes,
et de ce qui ne devait surtout pas être touché avant d'avoir un avis professionnel. Il consulta un bijoutier pour les bagues, un expert pour les pièces de monnaie, puis un comptable pour comprendre les implications fiscales de ce qu'il détenait. À chaque étape, il ressentait une forme de respect pour l'homme inconnu qui avait tout organisé avec tant de soin. Il se refusait à agir dans la précipitation, comme s'il craignait de trahir cette rigueur en se comportant autrement. Peu à peu, une image claire se dessina. La découverte n'était ni un trésor fabuleux, ni une simple anecdote. Après les ventes, les commissions, les impôts et une marge de sécurité qu'il s'imposa presque par prudence excessive, il restait une somme suffisante pour transformer sa vie sans la déformer. Michael comprit alors ce que l'argent représentait réellement pour lui. Il ne voyait pas des voitures neuves, ni des voyages lointains. Il voyait du temps, de l'espace mental, la fin de cette peur constante qui l'empêchait de respirer pleinement. Il commença par régler les dettes les plus urgentes. Les appels cessèrent. Les lettres de relance disparurent peu à peu de la table près du micro-ondes. Il fit réparer la vieille voiture, puis, après mûre réflexion, la remplaça par un pick-up d'occasion fiable, qui démarrait sans hésitation. Ce détail, apparemment banal, changea son quotidien plus qu'il ne l'aurait cru. Il remplaça le réfrigérateur bruyant, et pour la première fois depuis des années, les nuits furent réellement silencieuses. Ce silence, il le savourait comme un luxe inattendu. Michael ouvrit ensuite 2 comptes distincts. Le premier, au nom d'Anna, était destiné à ses études ou à ses rêves, quels qu'ils soient. Le second était plus pragmatique, presque sobrement intitulé « Au cas où ». Ce n'était pas un signe de pessimisme, mais de maturité. Il ne voulait plus jamais se retrouver dans cette situation où la moindre dépense imprévue pouvait faire basculer toute une existence. Il cessa de choisir entre payer l'électricité et acheter de la viande. Ces décisions simples, presque invisibles, rendirent la vie étonnamment plus douce. Avec le temps, Michael remarqua un changement plus subtil encore. Lorsque la pression constante disparut, quelque chose s'ouvrit en lui. Il se surprit à réfléchir à l'avenir sans ressentir immédiatement une boule dans l'estomac. Il n'était plus sur la défensive. Il devenait attentif, présent, capable d'écouter Anna sans être distrait par des calculs mentaux incessants. Il comprit alors à quel point la peur avait occupé son esprit pendant des années. Il n'oublia pas la lettre trouvée dans la banque. Les mots de cet homme solitaire continuaient de résonner en lui. Michael décida de répondre à cette demande, mais à sa manière, discrètement. Chaque mois, il mit en place des virements modestes vers un fonds local d'aide aux familles en difficulté et vers un programme scolaire fournissant du matériel aux enfants. Il ne chercha ni reconnaissance ni gratitude. Pour lui, il ne s'agissait pas d'effacer une culpabilité, mais de prolonger un geste humain commencé sous le sable. C'était sa façon de rester fidèle à ce qu'il avait compris de cette histoire. 1 an plus tard, alors qu'ils rentrèrent d'une sortie ordinaire, Michael et Anna passèrent devant le complexe de stockage. Les rangées de portes défilaient, toutes identiques. La porte orange avait disparu, repeinte de la même couleur neutre que les autres. Michael ralentit légèrement, son regard s'attardant sur cet endroit désormais anonyme. Il ne pensa pas à l'argent. Il pensa à la facilité avec laquelle sa vie aurait pu basculer autrement, à la tentation de tout prendre et de disparaître. Anna, à côté de lui, riait à propos de quelque chose d'insignifiant, et ce rire, léger et libre, lui parut être la preuve la plus solide qu'il avait fait le bon choix. Parfois, le soir, lorsqu'Anna était couchée et que l'appartement baignait dans un calme paisible, Michael sortait d'un tiroir une petite pièce de monnaie étrangère qu'il avait gardée. Elle n'avait pas une grande valeur. Il la faisait tourner entre ses doigts comme on manipule un talisman. Elle ne lui rappelait pas la richesse, mais une décision. Celle d'avoir creusé quand il aurait pu renoncer, et surtout celle d'être resté lui-même lorsqu'il avait trouvé suffisamment pour changer sa vie. Il comprenait désormais que certaines pièces, remplies de sable et de silence, peuvent cacher bien plus que de l'argent. Elles peuvent offrir une chance de devenir quelqu'un d'autre, ou au contraire de rester profondément humain. Et pour Michael, le véritable trésor n'avait jamais été ce qu'il avait découvert sous le sol, mais la personne qu'il avait choisi d'être une fois la poussière retombée. Si cette histoire vous a fait frissonner ne serait-ce qu'une seconde, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et d'autres récits où une seule découverte change tout. La suite sera encore plus intense. Le prochain épisode prépare un retournement qui donne vraiment des frissons.
Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou dans un groupe, qu'eux aussi essaient de deviner ce qu'il y avait sous le sable. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous auriez fait à la place du héros. Tout prendre ou chercher la vérité jusqu'au bout.